Un mot que la France croyait connaître depuis longtemps, sans jamais l'avoir vraiment comprise. Loana. Alors dites-moi, vous aussi vous sentez cette étrange brûlure derrière les premières informations? Qu'est-ce qui s'est réellement passé dans cette pièce? Pourquoi une femme devenue si célèbre a-t-elle fini seule, loin des projecteurs, dans une mort entourée d'interrogations? Et surtout, derrière le fracas des titres et des réseaux, où s'arrête le drame intime? Où commence la vérité judiciaire? Le 25 mars 2026, Loana Petrucciani, révélée par Loft Story et devenue l'un des visages les plus marquants de la télé-réalité française, a été retrouvée morte à son domicile niçois. Le parquet de Nice a indiqué que son décès remontait à plusieurs jours au moment de la découverte. Les secours, alertés par l'inquiétude d'un voisin ou d'une habitante de l'immeuble selon les récits de presse, sont entrés par une fenêtre, le logement étant fermé à clé depuis l'intérieur. Dans l'appartement, le corps de Loana a été découvert, ainsi que celui de son chien, retrouvé mort lui aussi. Rien que ces premiers éléments donnent au drame une teinte presque irréelle. Combien d'heures, combien de nuits, combien de silences ont recouvert cette fin avant que quelqu'un ne comprenne que quelque chose d'effroyable s'était produit. Puis viennent les constatations qui font basculer l'émotion dans l'enquête. Le parquet a évoqué la présence d'une plaie à l'arrière du crâne ainsi que d'ecchymoses en région lombaire, des éléments compatibles, selon la formule retenue par les autorités, avec une possible chute en arrière. À ce stade des investigations, le procureur a aussi précisé qu'aucun élément ne permettait d'envisager l'intervention d'un tiers en lien avec le décès. Le corps a été transféré à l'Institut médico-légal et des analyses toxicologiques ainsi qu'anatomo-pathologiques ont été ordonnées. Autrement dit, au moment où l'on parle, la piste privilégiée existe, mais la conclusion médico-légale définitive n'a pas encore été publiquement rendue. Voilà pourquoi ce dossier continue d'aimanter les questions. Si une chute est aujourd'hui l'hypothèse la plus sérieuse, elle n'est pas encore, juridiquement et médicalement, la dernière phrase de l'histoire. Et c'est là que le trouble s'installe. Car une chute, même probable, ne raconte jamais tout. Elle décrit peut-être le geste final du corps, mais dit-elle quelque chose de la solitude qui l'a précédé? Dit-elle ce qui s'est joué dans les jours avant la découverte? Dit-elle si Loana a souffert longuement, si elle a perdu connaissance brutalement, si la mort est venue comme un éclair ou comme une lente extinction? Pour l'instant, non, nous n'avons pas ces réponses. Et c'est précisément ce vide qui nourrit l'impression de mystère. Ce n'est pas seulement une question de cause, c'est une question de scénario humain. Comment une existence aussi bruyante médiatiquement a-t-elle pu s'éteindre dans un tel abandon? Pour comprendre l'onde de choc provoquée par sa mort, il faut se souvenir de ce qu'a représenté Loana. Née le 30 août 1977 à Cannes, elle est devenue en 2001 l'un des symboles les plus puissants du basculement audiovisuel français. Avec Loft Story, adaptation française de Big Brother diffusée sur M6, elle ne s'est pas contentée d'être connue. Elle a incarné une époque entière. Le public ne regardait plus seulement une émission, il assistait à la naissance d'un nouveau régime de célébrité, brutal, immédiat, intrusif. Loana en fut l'une des premières reines, mais aussi l'une des premières victimes. Gagnante de la première saison avec Christophe, elle est sortie de l'émission comme on sort d'un accélérateur de particules, transformée à jamais. Derrière l'icône pop et sulfureuse, il y avait pourtant bien autre chose qu'un personnage télé. La presse de référence a rappelé, après sa disparition, qu'elle portait depuis l'adolescence des fêlures profondes. Le Monde évoque une adolescence difficile. D'autres notices biographiques rappellent une jeunesse marquée par la violence familiale, l'abandon et un environnement affectif profondément instable. Quand on relit aujourd'hui son parcours, un malaise surgit. Combien de fois a-t-on regardé Loana comme un spectacle, là où il fallait peut-être la regarder comme une femme abîmée, exposée trop tôt, trop fort, trop longtemps? Son triomphe de 2001 n'a pas simplement fabriqué une star, il a créé un mythe national. La jeune femme blonde, timide et spontanée, devenue star en quelques semaines, a cristallisé les fantasmes, les jugements, les moqueries et les projections d'un pays tout entier. Son prénom a suffi, pendant des années, à faire revenir un imaginaire précis. Celui des premiers téléphones qui votaient, des débats hystérisés sur la télé-réalité, des unes tapageuses, des phrases assassines, des élites scandalisées et du public fasciné.
Mais une célébrité née aussi vite laisse parfois des ruines à l'intérieur. Ce que Loana a gagné en visibilité, elle l'a souvent perdu en protection. Ce que la machine médiatique lui a offert en lumière, elle le lui a parfois repris en paix. Et pourtant, malgré les chutes, malgré les disparitions, malgré les années de lutte, Loana n'a jamais cessé de revenir. En 2017, NRJ12 officialise sa participation à la 9e saison des Anges à Miami. La même année, elle sort le single Love Me Tender en duo avec Errol Prayer, puis anime les interviews de Loana et le journal intime de Loana sur Non-Stop People. Ce détail compte, parce qu'il dit quelque chose d'essentiel. Même quand le récit public la réduisait à ses blessures, Loana cherchait encore des formes de retour, de voix, de présence. Elle n'était pas qu'une femme qui tombait, elle était aussi une femme qui essayait, encore et encore, de se relever. C'est aussi pour cela que certains pans de son passé reviennent aujourd'hui avec force dans les commentaires autour de sa mort. En 2020, Loana avait publié des photos de son corps couvert d'hématomes et accusé son ancien compagnon de l'avoir violemment battue. La presse avait relayé ces publications, ainsi que ces accusations portant sur des violences qui auraient duré plusieurs heures. Ce passé-là existe, il est documenté. Il a laissé une empreinte terrible dans la mémoire de ceux qui suivaient son histoire. Mais il faut être rigoureux. À ce jour, dans l'enquête sur sa mort en mars 2026, le parquet de Nice a dit qu'aucun élément ne permettait d'envisager l'intervention d'un tiers. Autrement dit, le souvenir de ces violences passées alimente naturellement l'émotion et les soupçons du public, mais il ne constitue pas, en l'état des informations publiques, une preuve de lien avec son décès. Alors, la question devient plus vertigineuse encore. Si l'hypothèse d'une intervention extérieure n'est pas retenue à ce stade, faut-il pour autant parler d'une mort simple ? Le mot lui-même semble presque obscène. Rien n'est simple dans une fin pareille. Une femme de 48 ans retrouvée plusieurs jours après sa mort, dans son appartement, avec une plaie au crâne, des ecchymoses, et à ses côtés un chien mort lui aussi. Même si le scénario médico-légal devait confirmer un accident domestique, cela resterait un drame d'une violence humaine inouïe. Car un accident peut être juridiquement banal et humainement insoutenable. Il peut ne cacher aucun crime et révéler malgré tout une catastrophe, celle de l'isolement. Et vous, quand vous entendez qu'une chute en arrière est envisagée, êtes-vous pleinement convaincu ? Ou bien sentez-vous, comme tant d'autres, que cette formule explique un constat sans apaiser le malaise ? Une plaie à l'arrière du crâne peut en effet correspondre à une chute. Des ecchymoses lombaires aussi. Mais la chronologie exacte, l'état général avant le drame, la durée de l'agonie éventuelle, l'existence ou non d'autres facteurs médicaux ou toxicologiques, tout cela reste suspendu aux analyses. C'est là qu'il faut résister à la tentation du roman noir trop facile. La vérité n'est pas toujours un complot. Parfois, elle est plus nue, plus pauvre, plus brutale. Parfois, elle tient dans une chute absurde, dans une tête qui frappe, dans un corps qui ne se relève plus, dans un secours qui arrive trop tard. Et puis il y a Titi, le petit chien retrouvé mort à ses côtés. Ce détail, à lui seul, donne au récit une profondeur déchirante, parce qu'il transforme la scène de découverte en tableau de solitude absolue. La presse a confirmé que l'animal a été retrouvé sans vie dans l'appartement au moment de l'intervention des pompiers. Certaines hypothèses médiatiques ont ensuite évoqué une mort possiblement liée au temps écoulé après le décès de sa maîtresse, mais ce point n'a pas, à ma connaissance, été établi officiellement par le parquet. Là encore, la prudence s'impose. Ce que l'on sait, en revanche, c'est que Loana n'a pas été retrouvée seule au sens affectif du terme. Même dans la mort, son compagnon le plus fidèle gisait près d'elle. Et cette image-là suffit à serrer la gorge. Ce drame dit aussi quelque chose de la manière dont Loana a traversé la célébrité française. Télérama parle d'une figure tragique, rapidement dépossédée de son image. Le Monde rappelle qu'après la gloire fulgurante sont venues les dépendances, les hospitalisations, les tentatives de suicide, les retours médiatiques douloureux, les confessions livrées à des plateaux souvent incapables de la protéger. Peu à peu, le personnage public a semblé avaler la personne. Et c'est peut-être cela qui rend sa mort si difficile à regarder sans malaise. On a le sentiment qu'elle ne commence pas le 25 mars 2026. On a le sentiment qu'elle s'inscrit dans une longue usure, une lente consommation de l'être par l'exposition, les blessures, les rechutes et la solitude.
Juridiquement, l'enquête cherche une cause. Humainement, le pays regarde une trajectoire qui ressemblait depuis longtemps à un épuisement. Voilà pourquoi il faut distinguer deux vérités. La première est celle des magistrats, des médecins légistes, des analyses, des scellés, des rapports, des constatations. C'est elle qui dira, peut-être bientôt, si la mort de Loana résulte d'un accident, d'un malaise suivi d'une chute, d'un facteur toxicologique ou d'une combinaison de plusieurs causes. La seconde vérité est plus diffuse, plus morale, plus collective. Elle interroge la façon dont une femme fragilisée, tant de fois en détresse, a pu finir hors de portée, plusieurs jours durant, sans qu'aucune aide n'arrive à temps. La première vérité dira comment Loana est morte. La seconde demande, avec une brutalité presque insupportable, dans quel monde elle a été laissée mourir. Revenons alors à la question que beaucoup murmurent. Son ancien compagnon pourrait-il être lié à sa mort ? À ce jour, rien dans les informations rendues publiques ne permet de l'affirmer. Le passé judiciaire et conflictuel de Loana, ses accusations de violence en 2020, les épisodes de détresse qui ont suivi, tout cela appartient à une biographie douloureuse qui éclaire sa vulnérabilité, mais ne permet pas de transformer une angoisse collective en accusation fondée. La seule position honnête, aujourd'hui, consiste à dire ceci. La question surgit naturellement parce que l'histoire de Loana fut traversée par la violence. Pourtant, l'enquête communiquée par le parquet ne retient pas, pour l'heure, l'hypothèse d'un tiers. Entre intuition du public et vérité procédurale, il faut laisser une place au doute sans la remplir de calomnie. Ce qui glace, au fond, ce n'est pas seulement l'idée d'une blessure au crâne, c'est l'idée du temps. Le temps qui s'accumule derrière une porte fermée. Le temps pendant lequel personne ne répond plus. Le temps pendant lequel une célébrité d'hier cesse d'être un sujet médiatique pour redevenir un corps absent que personne ne voit. Le parquet parle de plusieurs jours. Et cette expression, si administrative en apparence, contient une cruauté folle. Plusieurs jours, cela veut dire une présence devenue silence. Plusieurs jours, cela veut dire une disparition qui ne s'annonce pas avec fracas, mais avec une lenteur terrible. Plusieurs jours, cela veut dire qu'au dernier chapitre, il n'y avait ni caméra, ni flash, ni foule, ni musique. Seulement le vide. On pourrait être tenté de refermer ce récit sur une formule facile, quelque chose comme « la gloire l'a détruite ». Ce serait trop simple, et donc faux. Loana n'était pas seulement une victime passive d'un système. Elle était aussi une combattante chaotique, une survivante, une femme qui revenait sans cesse dans l'arène malgré les humiliations, les rechutes et les doutes. Mais on ne peut pas ignorer que son histoire ressemble à une radiographie des violences symboliques de son époque. Exposition du corps, marchandisation de l'intime, curiosité malsaine, compassion intermittente, emballement médiatique, oubli cruel. Sa mort oblige peut-être à rouvrir ce dossier là aussi. Qu'a-t-on fait, collectivement, des premières idoles de la télé-réalité ? Car enfin, qu'est-ce qu'une chute dans le cas de Loana ? Est-ce un fait médico-légal limité à quelques secondes ? Ou est-ce le mot qui résume, depuis 25 ans, toute une existence faite de montées fulgurantes et d'effondrements successifs ? La justice, elle, répondra sur le premier point. Mais le second nous appartient. Et c'est peut-être pour cela que sa disparition touche autant. Parce qu'elle ressemble à la fin d'un conte médiatique qui n'a jamais voulu choisir entre la lumière et le carnage. Loana fut adorée, moquée, désirée, scrutée, secourue trop tard, relancée, reconsommée. Même morte, elle continue de poser la question la plus dérangeante. À quel moment une société cesse-t-elle d'aider une personne fragile pour commencer à la regarder tomber ? Alors, que sait-on vraiment aujourd'hui ? Que Loana Petrucciani, née à Cannes le 30 août 1977, gagnante de Loft Story en 2001, a été retrouvée morte à Nice le 25 mars 2026 à l'âge de 48 ans. Que son décès remontait à plusieurs jours. Qu'une plaie à l'arrière du crâne et des ecchymoses lombaires orientent l'enquête vers une possible chute en arrière. Que son chien a été retrouvé mort à ses côtés. Que des analyses complémentaires ont été ordonnées. Et que, pour l'instant, aucun élément public ne permet d'affirmer l'intervention d'un tiers. Tout le reste, l'agonie supposée, le scénario précis minute par minute, les responsabilités invisibles que chacun croit deviner, appartient encore au territoire de l'attente. Mais une chose, elle, ne dépend d'aucune autopsie.
la fin de Loana ne ressemble pas à un simple fait divers. Elle ressemble à une tragédie française, lente, médiatique, intime, dont l'ultime scène continue de nous fixer dans le noir. Puis viennent les éléments matériels, ceux qui donnent à la mort de Loana une dimension encore plus déroutante. Le procureur a fait état d'une plaie à l'arrière du crâne ainsi que d'échymoses en région lombaire, des constatations qui permettent d'envisager une chute en arrière. Mais à ce stade, il ne s'agit encore que d'une hypothèse d'enquête, pas d'une vérité définitive. Voilà ce qui rend ce dossier si troublant. Les premiers éléments semblent orienter les enquêteurs, sans pour autant refermer complètement la porte aux interrogations. Une chute ? Oui, peut-être. Mais dans quelles circonstances exactes ? Après un malaise ? Après une perte d'équilibre ? Après combien de minutes, de douleur, de confusion ? Il faut d'ailleurs souligner un point essentiel, pour ne pas transformer l'émotion en accusation gratuite. Selon le procureur de Nice, aucun élément ne permettait, au moment des premières communications officielles, d'envisager l'intervention d'un tiers en lien avec le décès. Cette précision est capitale. Car autour de Loana, l'histoire personnelle était si lourde, si abîmée, si traversée par les violences, que l'opinion publique a immédiatement cherché une ombre, une présence, une main étrangère. Pourtant, les premières constatations judiciaires n'allaient pas dans ce sens. Et parfois, c'est peut-être cela le plus insupportable. Découvrir qu'un drame peut être immense sans forcément être criminel. Et puis il y a cette image, presque impossible à oublier, son chien Titi retrouvé mort à ses côtés. Ce n'est pas un simple détail de fait divers. C'est une scène entière de solitude qui se dessine en une phrase. Dans cet appartement fermé, ce n'était pas seulement une star déchue que les secours découvraient, mais une femme dont la dernière présence vivante, la plus fidèle, s'était éteinte avec elle. Le drame devient alors plus vaste que la seule question médico-légale. Il parle d'abandon, de huis clos, d'une fin qui s'est installée dans le silence avant d'être vue par les autres. C'est aussi pour cela que la mort de Loana ne peut pas être séparée de ce qu'elle a représenté dans l'histoire médiatique française. Gagnante de la première saison de Loft Story en 2001, elle a été dans des premiers visages d'une célébrité née sous surveillance, sous jugement, sous emballement permanent. Sa disparition ne renvoie pas seulement à une enquête sur les causes d'un décès. Elle réveille tout ce que son parcours a symbolisé, la gloire immédiate, la surexposition, les retours fragiles, les rechutes, et cette sensation terrible qu'une partie du public a longtemps regardé ses blessures comme un feuilleton. Pourtant, réduire Loana à ses chutes serait encore lui faire injustice. Car même après les années les plus sombres, elle avait cherché à revenir, à reprendre la parole, à exister autrement. En 2017, NRJ12 officialisait sa participation aux Anges 9 à Miami. La même année, elle sortait Love Me Tender en duo avec Errol Prayer et apparaissait sur Non-Stop People avec les interviews de Loana et le journal intime de Loana. Autrement dit, derrière l'image d'une femme sans cesse ramenée à ses douleurs, il y avait aussi une volonté de retour, de présence, de reconstruction, même fragile.